Bonjour à toutes et tous. Karine Moykens, la présidente du comité interfédéral Testing et Tracing, est avec nous aujourd'hui. Goedemorgen iedereen. De voorzitter van het interfederaal comité Testing en Tracing, Karine Moykens, is met ons vandaag. Maar we beginnen met Steven van Gucht voor een overzicht van de evolutie van de epidemie in ons land. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. We zien momenteel een stijgende trend in de besmettingscijfers en ook de ziekenhuisopnames stijgen sinds een 5-tal dagen. De sterftecijfers stabiliseren. We zien minder overlijdens bij rusthuisbewoners en er worden minder mensen van boven de 80 opgenomen in het ziekenhuis. Bij 60ers en 70ers stijgt het aantal ziekenhuisopnames echter wel nog. We zien sinds begin januari ook meer en meer besmettingen met de Britse variant. Uit voorlopige schattingen tot en met 23 januari bedraagt dit zo'n 10-20% van de besmettingen. Er zit echter nog steeds grote onzekerheid op deze cijfers, aangezien men bij voorkeur stalen gaat karakteriseren bij uitbraken waarvan men vermoedt dat de Britse variant aan de basis ligt. Het virus zet duidelijk meer en meer druk. Dit is een combinatie van een toename in onze contacten, een verhoogde mobiliteit, seizoenseffecten en hogere besmettelijkheid van nieuwe virusvarianten. We kunnen dit counteren met de gekende maatregelen. De gaten in onze verdediging kunnen we dichtstoppen. We kennen de maatregelen die werken, zoals het beperken van onze dichte contacten. Iemand die u niet ontmoet heeft, kan u niet besmetten, ongeacht hoe besmettelijk het virus is. Beperk dus uw dichte contacten, werk van thuis uit en laat u testen bij milde symptomen. We hebben bewezen dat we dit kunnen sinds november. Laat ons nu vooral volhouden en waar het kan een tandje bijsteken. Met de komst van de lente en het vaccin zullen onze kansen uiteindelijk keren. 2021 wordt beter dan 2020. We blijven momenteel gemiddeld nog steeds 12% meer thuis dan in normale tijden. Dat is vergelijkbaar met de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie. Dit percentage blijft stabiel in Vlaanderen, maar lijkt wel wat af te nemen in Brussel en Wallonië. Voor de rest zien we wel een lichte toename in onze mobiliteit sinds 20 januari. In Brussel en Wallonië verplaatsen mensen zich opnieuw iets meer voor het werk, terwijl dit in Vlaanderen nog stabiel blijft. We zien in alle regio's iets meer verplaatsingen met het openbaar vervoer en ook naar de winkel. De afgelopen week werden er gemiddeld 2120 besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een toename van 5% in vergelijking met de week ervoor. Deze toename doet zich voor over het hele grondgebied, met uitzondering van het Brussels hoofdstedelijk gewest en de provincie Luxemburg. Zeker in Brussel kan hierbij meespelen dat de piek van de teruggekeerde reizigers nu in de vergelijkingsperiode valt. Het effect van de terugkerende reizigers is daardoor weggevallen, waardoor de besmettingen nu relatief lager lijken uit te vallen. Dit kan een tijdelijk fenomeen zijn. De grootste toename van het aantal besmettingen zien we momenteel in de provincie Limburg met plus 25%. Het is nu de 16e dag op rij dat de cijfers stijgen in Limburg en vooral de laatste 3 dagen zien we een versnelde toename. De voorbije week werd het hoogste aantal nieuwe gevallen nog steeds vastgesteld in Antwerpen, gevolgd door Oost- en West-Vlaanderen.
De grootste toename in het aantal besmettingen zien we momenteel bij kinderen en bij tieners, met respectievelijk plus 84% en plus 18%. Bijna 1 op de 5 besmettingen wordt nu dus vastgesteld bij kinderen en tieners. Dit heeft ongetwijfeld ook te maken met de uitgebreide testcampagnes die momenteel worden uitgevoerd bij uitbraken in verschillende scholen. De nieuwe ziekenhuisopnames gaan sinds eind vorige week in stijgende lijn. De voorbije 7 dagen waren er gemiddeld 135 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. En dat is 17% meer dan de week ervoor. We zien deze toename over bijna het hele land, met uitzondering van de provincie Antwerpen. 36%, dat is dus meer dan 1 op 3, van alle nieuwe ziekenhuisopnames doen zich voor in Oost- en West-Vlaanderen. In totaal liggen er nu 1958 COVID-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 324 op intensieve zorgen. Ten opzichte van de vorige week zijn dit nog lichte afnames van respectievelijk min 1% en min 12%. De overlijdens blijven rond hetzelfde niveau schommelen. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 50 overlijdens per dag te betreuren. Dat is 4% minder dan de week ervoor. We zien vooral een daling in het aantal overlijdens bij de rusthuisbewoners. Dank u voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors actuellement, depuis quelques jours, nous avons une tendance à la hausse des contaminations et des hospitalisations et nous avons une stabilisation au niveau des décès. Il y a actuellement moins d'hospitalisation des personnes de plus de 80 ans et moins de décès chez les personnes dans les maisons de repos. Par contre, on assiste actuellement à une augmentation des hospitalisations des personnes dans la soixantaine ou dans la septantaine. Depuis début janvier, nous assistons aussi à divers endroits du pays à une augmentation du nombre de variants et tout spécialement du variant appelé variant britannique. Selon les estimations, et ce jusqu'au 23 janvier, on pense qu'il y a entre 10 et 20% des infections qui sont liées à ce variant, tout en sachant qu'il faut prendre ces chiffres avec des pincettes parce qu'effectivement, il y a très logiquement une tendance à analyser au point de vue phylogénétique plus de souches qui proviennent de clusters, de regroupements d'infections et que l'on s'attend à trouver ce variant plus présent dans ce type de situation. Il est clair, on le sent tous, que le virus fait de nouveau pression sur nous depuis quelque temps. Cette pression est liée à l'augmentation de différents facteurs, l'augmentation d'une part de nos contacts rapprochés, sans doute, d'une plus grande mobilité, on va en parler, de l'effet saisonnier qui persiste. Nous sommes toujours dans une saison où nous sommes essentiellement à l'intérieur, potentiellement regroupés, et d'une contagiosité plus élevée liée à ces nouveaux variants. Nous pouvons contrer ceci, en tout cas nous pouvons lutter contre cette évolution par des mesures que nous connaissons bien. Nous pouvons renforcer encore nos digues et nos dispositifs de défense. Nous connaissons tous ce qu'il faut faire. Nous connaissons tous les mesures qui fonctionnent, comme par exemple la limitation des contacts. Ceci n'est pas un proverbe chinois, mais une personne que vous n'avez pas vue, vous ne pouvez pas l'infecter. On peut en faire un proverbe lié au Covid. Réduisez vos contacts étroits pour ceux qui, actuellement, continuent à avoir plus que le nombre limité de personnes qu'on nous autorise à voir. Travaillez à domicile et on ne le dira jamais assez, faites-vous tester aux moindres symptômes en contactant votre médecin traitant. Nous avons montré que nous pouvions contrer une situation au mois de novembre et nous avons montré une grande rémanence dans cet effet pendant les mois qui sont écoulés, en décembre et en début janvier. C'est la persévérance et, si possible, l'augmentation de nos actions dans ce domaine qui va nous permettre de rejoindre le printemps et de rejoindre une période où plus de gens seront vaccinés, avec à ce moment-là un espoir tout à fait différent dans l'évolution de notre société.
Au niveau des chiffres, en moyenne, nous avons eu 12% de chiffres supérieurs, excusez-moi, ceci est une erreur. En moyenne, nous avons eu une mobilité de 12% actuellement inférieure au temps normal, ce qui est comparable à la période que nous avions eue entre les vacances de Toussaint et les vacances de Noël. Ce chiffre est relativement stable en Flandre, alors qu'il s'altère, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de ce chiffre en Wallonie et à Bruxelles. Globalement, comme on le voit dans les courbes en dessous du zéro, nous avons plutôt une tendance à l'augmentation de notre mobilité depuis le 20 janvier. Pour Bruxelles et pour la Wallonie, les gens se déplacent à nouveau un peu plus pour le travail, alors que cette mobilité est stable en Flandre. Dans toutes les régions, par contre, nous avons une augmentation légère des déplacements pour les transports publics et pour les déplacements vers les magasins. Si on s'intéresse, cette fois-ci réellement, aux chiffres épidémiologiques, nous avons eu en moyenne 2120 nouvelles infections par jour, ce qui représente, on l'a dit, une augmentation de 5% par rapport à la moyenne de la semaine qui précède. Cette augmentation est présente sur l'entièreté du territoire, comme on le voit ici, à l'exception de la région de Bruxelles-Capitale avec moins 13% et du Luxembourg avec moins 10%. Les chiffres de Bruxelles, cependant, à nouveau, doivent être pris avec des pincettes parce que le pic des retours de voyageurs se situe dans la période de comparaison. Et on sait que le retour des voyageurs a été particulièrement important avec beaucoup de testing dans la région de Bruxelles-Capitale. Ceci pourrait donc minimiser ainsi les résultats de la semaine présente puisqu'on se compare à un moment où le nombre de nouveaux diagnostic a été particulièrement important à Bruxelles à cause du retour des voyageurs. Ceci est donc peut-être un phénomène temporaire et un certain artefact. La plus forte augmentation est observée dans la province du Limbourg, qu'on voit en sombre avec plus que 25% d'augmentation. Et c'est important parce que c'est maintenant le 16e jour consécutif pendant lequel les chiffres augmentent dans la province du Limbourg. Et cette augmentation est de plus en plus importante au cours des 3 derniers jours. La semaine dernière, le plus grand nombre de cas, en nombre absolu, a toujours été dénombré dans la province d'Anvers ainsi que dans les 2 Flandres. Si on s'intéresse au stade d'âge dans lequel cette infection est présente, les augmentations les plus fortes sont à noter chez les enfants avec 84% et chez les adolescents avec 18%. Alors ceci est partiellement une réalité, bien sûr, et est aussi le reflet du fait qu'actuellement, on a une stratégie de dépistage large mise en place sur les clusters dans les écoles. Ceci aboutit à ce qu'actuellement, au niveau des chiffres des nouvelles personnes positives, une contamination sur 5 est actuellement diagnostiquée chez les enfants ou chez les adolescents. Si on s'intéresse cette fois aux hospitalisations, on se rend compte qu'il y a une augmentation, on l'a déjà dit, en entrée de jeu. La semaine dernière, il y a eu en moyenne 135 nouvelles hospitalisations par jour, ce qui fait 17% de plus que la semaine précédente. Et cette augmentation se manifeste dans pratiquement tout le pays. Une partie extrêmement importante, plus d'un tiers, en l'occurrence 36% des hospitalisations, se passent actuellement dans les 2 Flandres. Ceci nous amène à avoir toujours entre 1900 et 2000 patients hospitalisés, en l'occurrence 1958 patients hospitalisés, dont 324 aux soins intensifs et 60% d'entre eux sont actuellement sous respiration artificielle. Le nombre total des patients hospitalisés, vous l'avez remarqué, est parfois un peu à la hausse, parfois un peu à la diminution. En l'occurrence ici, c'est moins 1%. On continue à avoir une diminution régulière des patients hospitalisés en soins intensifs. En l'occurrence, il s'agit de moins 12%. Enfin, concernant les décès, nous avons des chiffres qui continuent à fluctuer autour du même niveau. Nous déplorons actuellement 50 décès par jour. C'est 4% de moins que la semaine dernière. C'est surtout, on l'a déjà dit en entrée de jeu, le nombre de décès dans les maisons de repos qui diminue, alors que ce n'est pas le cas au niveau des hospitalisations. Merci pour votre attention.
Mevrouw, meneer, een goedemorgen. U hoorde net de cijfers van de besmettingen en de hospitalisaties in ons land. Het is duidelijk. We zijn nog niet in de fase dat we de teugels mogen vieren. We moeten zeker samen de strijd blijven aanbinden tegen het coronavirus. En daarbij is het belangrijk om snel te kunnen vaststellen wie er besmet is en wie dus anderen op zijn beurt kan besmetten met het virus. Het instrument dat ons daarbij helpt is het testbeleid. Gelet op de toenemende uitbraken met zowel gekende als nieuwe varianten, paste de overheid recent haar testbeleid aan. De randvoorwaarden zijn immers vervuld om meer te gaan testen waar en wanneer nodig. Er zijn genoeg testen beschikbaar. Alle laboratoria hebben grote inspanningen geleverd om de analyse van de testen en het doorsturen van de resultaten te versnellen. Bijna 92% van de laboratoria slagen erin om het resultaat van de testafname binnen de 36 uur aan de patiënt te bezorgen. En de contact tracing werkt voldoende efficiënt, zowel met de call agents als met de medewerkers op het terrein. Zij bereiken 85% van de index cases, dat zijn de mensen met een positief testresultaat, en 87% van de hoogrisicocontacten binnen de 24 uur, dus de dag zelf. Het is zeer belangrijk dat u bij de minste symptomen contact opneemt met uw huisarts om een juiste diagnose te kunnen stellen. Momenteel verlopen er ruim 2 dagen tussen het begin van de symptomen en de consultatie bij de huisarts. Hier gaat dus kostbare tijd verloren indien men positief test en we op zoek moeten gaan naar uw hoogrisicocontacten van de afgelopen dagen. Maar vaak heeft u ook geen symptomen. En denkt u misschien dat dit voldoende is om gerust te zijn dat u niet besmet bent of de besmetting niet kan doorgeven. Maar dat is duidelijk niet zo. En daarom worden hoogrisicocontacten en reizigers die terugkeren uit een rode zone, die daar dus een verhoogd risico op besmetting hebben opgelopen, verplicht om in quarantaine te gaan gedurende 10 dagen. Sinds 2 januari worden de reizigers getest bij aankomst in ons land en een tweede keer na 7 dagen. Sinds gisteren, sinds 25 januari, is dit ook het geval voor de hoogrisicocontacten van personen die positief zijn. Door een eerste test, zodra het hoogrisicocontact is vastgesteld, kunnen we immers al vaststellen of iemand op dat moment positief is. En kunnen we dus sneller op zoek naar zijn hoogrisicocontacten. De contact tracing kan dan de contacten van de contacten onmiddellijk contacteren. Uiteraard, zowel bij hoogrisicocontacten als bij terugkeer van vakantie blijft u wel in quarantaine indien u negatief test bij het begin. In geval u positief test, gaat u in isolatie gedurende 10 dagen. En dat is de periode dat iemand, zeker bij de meer besmettelijke varianten, het virus kan overdragen aan zijn contacten. Zoals gezegd, de duur van isolatie is verlengd tot 10 dagen. Vroeger was dat 7 dagen, maar enkel op voorwaarde dat er 3 dagen geen koorts meer was en de patiënt een duidelijke verbetering van de symptomen vertoonde. Dat was moeilijk interpreteerbaar. En de periode van 7 dagen was eerder nipt. 10 dagen sluit beter aan op de internationale aanbevelingen. Als een gezinslid besmet is met het coronavirus, moeten de andere gezinsleden in quarantaine blijven. Dit geldt dus ook voor de ouders, broers en zussen van een besmet kind, maar ook voor de kinderen van een besmette ouder. In geval u negatief test bij uw eerste test, blijft u gedurende 10 dagen in quarantaine, te rekenen vanaf het moment van uw risicovol contact. Want het is steeds mogelijk dat u nog in de incubatieperiode bent, dat de ziekte nog sluimert en pas bij een test op dag 7 zal kunnen vastgesteld worden. Het is dus pas de test op de 7e dag die u zekerheid zal geven dat er geen besmettingsgevaar meer is.
En als u dan het resultaat van die laatste test ontvangt en die is negatief, dan kan de quarantaine vervroegd beëindigd worden. Als u zich moet laten testen, dan kan u zelf een reservatie maken om de test te laten afnemen. En dit via een online reservatietool die u vindt op www.mijngezondheid.belgië.be. Het vermijdt wachtrijen aan het testcentrum, geeft de kans om een moment en een testcentrum te kiezen die voor u het beste past en zal ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie correct en volledig vooraf wordt ingevuld. Om dit mogelijk te maken ontvangt u per sms een activatiecode voor elk van uw 2 testen. De nieuwe B117-variant heeft een verhoogde besmettelijkheid in alle leeftijdsgroepen, dus ook, maar niet uitsluitend, bij kinderen. Tot dusver werden alle kinderen in de lagere school beschouwd als laagrisicocontacten. Maar omwille van de verhoogde besmettelijkheid zullen de kinderen in de lagere school die in de klas of in de refter naast een indexgeval zaten, voortaan ook als hoogrisicocontact beschouwd worden. Ik kan alleen de warme oproep van velen herhalen. Als u een testcode ontvangt en u wordt uitgenodigd om u te laten testen, neem dan alsjeblieft de nodige maatregelen en laat die test ook effectief afnemen. Het laat toe dat u zelf medisch goed opgevolgd wordt en zo nodig behandeld. Het laat ons vooral ook toe om op zoek te gaan naar verdere verspreiding bij mensen met wie u in contact bent geweest. Alleen dergelijke maatregelen zullen ons toelaten om steeds weer, en ook nu bij de gekende of de nieuwe varianten, de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. En dus om onze maatschappij ons allemaal de hoop te kunnen geven die we allemaal nodig hebben. Ik dank u. Messieurs, dames, bonjour. Vous connaissez maintenant les chiffres relatifs aux infections et aux hospitalisations dans notre pays. C'est clair, nous ne sommes pas encore dans la phase où nous pourrons lâcher du lest. Nous devons certainement continuer à lutter ensemble contre le coronavirus. En outre, il est important de rapidement identifier les personnes infectées par ce virus et qui, à leur tour, pourront infecter d'autres personnes. L'instrument qui nous aide dans ce domaine est la stratégie du testing. Compte tenu de l'augmentation des flambées de variants, soit connus, soit nouveaux, le gouvernement a récemment ajusté sa politique de dépistage. En effet, les conditions préalables sont actuellement réunies pour réaliser davantage de tests, là où c'est nécessaire et quand c'est nécessaire. La capacité du testing est disponible. Tous les laboratoires ont réalisé de gros efforts pour accélérer l'analyse des échantillons et la transmission des résultats. Près de 92% des laboratoires parviennent à rendre disponible le résultat du test pour le patient dans les 36 heures. La recherche des contacts fonctionne de manière suffisamment efficace, à la fois avec les call centers et avec les agents de terrain. Ils contactent 85% des cas index, ce sont les personnes dont le résultat du test est positif, et 87% des contacts à haut risque, et chaque fois dans les 24 heures, donc le jour même. Il est très important que vous contactiez votre médecin dès les moindres symptômes pour poser un diagnostic correct. Actuellement, plus de 2 jours s'écoulent entre l'apparition des symptômes et le contact avec le médecin traitant. Ça implique qu'un temps précieux est gaspillé si le test est positif, entraînant un retard dans la recherche de vos contacts à haut risque des derniers jours. Mais souvent,
vous pouvez ne plus présenter des symptômes, pensant que vous n'êtes pas infecté ou que vous ne pouvez pas transmettre l'infection. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. De plus, les contacts à haut risque et les voyageurs revenant d'une zone rouge ayant couru sur place un risque accru de contamination sont obligés de se mettre en quarantaine pendant 10 jours. Depuis le 2 janvier, les voyageurs sont testés à leur arrivée dans notre pays et une deuxième fois après 7 jours. C'est également le cas depuis le 25 janvier, donc dès hier, pour les contacts à haut risque des personnes ayant un résultat positif. Un premier test dès le contact à haut risque a été établi, nous permet de déterminer si quelqu'un est déjà positif à ce moment-là. Et on peut donc chercher plus rapidement ses propres contacts à haut risque. Le suivi des contacts peut alors immédiatement les contacter et ainsi de suite. Bien sûr, dans tous les cas, que vous soyez contact à haut risque et que vous reveniez de voyage, vous resterez en quarantaine si votre premier test est négatif. Si votre test est positif, vous serez en isolement pendant 10 jours. C'est la période pendant laquelle quelqu'un, en particulier avec les variantes les plus contagieuses, peut transférer le virus à ses contacts. La durée de l'isolement est prolongée jusqu'à 10 jours donc. Auparavant, cette période était de 7 jours, mais seulement à condition que la fièvre ait cessé pendant 3 jours et que le patient ait montré une nette amélioration des symptômes. Cette situation était difficile à interpréter et la période de 7 jours était un peu courte. Une période de 10 jours est plus conforme aux recommandations internationales. Si un membre de la famille est infecté par le coronavirus, les autres membres de la famille doivent rester en quarantaine. Cela applique aux parents, aux frères et aux sœurs d'un enfant infecté, mais aussi aux enfants d'un parent infecté. En cas de premier test négatif, vous resterez donc en quarantaine pendant 10 jours, à compter du moment de votre contact risqué. Car il est toujours possible que vous soyez en période d'incubation, que la maladie ne se soit pas encore déclarée et ne soit diagnostiquée que par un test au jour 7. Ce n'est donc que le test du jour 7 qui vous donnera la certitude qu'il n'y a plus de risque de contamination. Si vous recevez ensuite le résultat de ce dernier test et qu'il est négatif, la quarantaine peut être interrompue prématurément. Si vous devez vous faire tester, vous pouvez effectuer vous-même une réservation pour réaliser votre test. Et ce via un outil de réservation en ligne que vous trouverez sur masanté.belgique.be. Il évite les files d'attente au centre de test, vous donne la possibilité de choisir une heure et un centre de test qui correspondent le mieux à vos besoins et s'assurera que vos informations personnelles soient pré-remplies correctement et complètement. Afin de rendre ces réservations possibles, vous recevrez un code d'activation pour chacun de vos tests par SMS. Le nouveau variant B117 présente une contagiosité accrue dans toutes les tranches d'âge, y compris, mais pas exclusivement, les enfants. Et jusqu'à présent, tous les enfants de l'école primaire étaient considérés comme des contacts à faible risque. En raison de cette contagiosité accrue, les enfants de l'école primaire qui étaient assis à côté d'un cas index dans la salle de classe ou dans le réfectoire seront désormais aussi considérés comme des contacts à haut risque.
je ne peux que répéter l'appel chaleureux. Si vous recevez un code de test vous invitant à passer un test, prenez les mesures nécessaires afin de réaliser ce test. Il vous permettra d'être correctement surveillé d'un point de vue médical ou traité si nécessaire. Et de plus, cela nous permet également de rechercher et de contacter les personnes avec lesquelles vous avez été en contact. Seules de telles mesures nous permettront d'arrêter la propagation du virus encore et encore, d'autant plus avec de nouveaux variants. Et donc, pour pouvoir donner à notre société, à nous tous, l'espoir dont nous avons tous tellement besoin. Je vous remercie. Merci, Madame Moykens. Nous allons passer à présent à la question que nous avons reçue d'un journaliste. D'ici mars, tous les résidents de maisons de repos seront complètement vaccinés. À ce moment-là, pourrons-nous nous baser sur le nombre d'hospitalisations au lieu du nombre de cas pour évaluer les mesures mises en place? Pouvons-nous nous attendre à un assouplissement des mesures? Alors, ceci est une question importante parce qu'effectivement, elle impacte un peu l'espoir qu'on peut avoir du changement dans la société et d'une diminution du confinement en fonction de la politique de vaccination. Lorsque tous les résidents des maisons de repos qui le désirent, et on voit actuellement que c'est au moins 80-90% d'entre eux, auront été vaccinés par leur deuxième dose, soit vers la mi-février ou le 20 février, nous aurons ainsi protégé au mieux une population particulièrement fragile qui a payé de sa vie de manière disproportionnée le prix de cette pandémie. Nous espérons donc, si le vaccin montre une efficacité dans ce groupe d'âge aussi élevé, au moins presque aussi élevé que dans les études, voir drastiquement diminuer le nombre de décès global liés au Covid dans notre pays. Cependant, ces résidents constituent un groupe limité à peu près 1/5 des personnes qui occupent les lits d'hospitalisation ou les lits de soins intensifs dans le contexte de la pandémie au Covid-19. La diminution ainsi de leur hospitalisation, qui est bien sûr attendue, apportera une bouffée d'air, c'est clair, à nos services hospitaliers, mais seulement une bouffée d'air limitée à 1/5 potentiellement au mieux de cette situation. Il restera, malgré cette vaccination, un nombre important de personnes qui seront encore infectables. Il y aura encore un groupe assez limité qui aura une protection de cohorte au niveau des maisons de repos et de soins, mais pas dans la population générale. Et il reste dans la population qui n'est pas dans les maisons de repos un énorme nombre de personnes qui sont potentiellement à risque de faire des complications. Tous les plus de 65 ans, toutes les personnes entre 45 et 65 ans avec des pathologies sous-jacentes. Et ceci constitue probablement quelque part entre 1,5 million et 2 millions de personnes. Ce n'est donc qu'après la vaccination massive, une quinzaine de jours déjà après d'ailleurs la première dose de cette population de plus de 65 ans, que l'on pourra avoir un impact plus significatif sur l'hospitalisation en soins intensifs, entre autres, et dans les hôpitaux en général. Ce n'est qu'à ce moment-là que ces chiffres diminueront de manière importante, on l'espère, dans la mesure où le vaccin gardera toute son efficacité sur les souches qui circuleront à ce moment-là. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra alors envisager de pondérer différemment les deux facteurs que l'on sait importants, le nombre d'hospitalisations que l'on a tous les jours et le nombre de nouvelles contaminations qu'on en a tous les jours. Ce nombre de nouvelles contaminations pourrait être un facteur moins important si la population cible est bien protégée, mais pour cela, il faudra attendre certainement quelque part en avril ou en mai.
Tegen maart zouden alle bewoners van woonzorgcentra volledig gevaccineerd moeten zijn. Kunnen we ons vanaf dan baseren op het aantal ziekenhuisopnames in plaats van het aantal bevestigde gevallen om de maatregelen te evalueren? En kunnen we daarom versoepelingen van de maatregelen verwachten? Wel, het is zo dat de ziekenhuisopnames een van de allerbelangrijkste parameters zullen blijven om het risico voor het zorgsysteem in te schatten en eventuele versoepelingen te laten doorgaan. De besmettingscijfers zijn echter ook belangrijk, want die kunnen op een vrij betrouwbare manier die ziekenhuisopnames iets vroeger voorspellen. Dan kan je ook iets sneller ingrijpen als dat nodig is. We verwachten in de loop van februari dat we alle bewoners, of een groot deel van de bewoners in de woonzorgcentra, 2 vaccindosissen zullen kunnen geven. Zo'n 10-tal dagen na de tweede dosis gaan die mensen maximaal beschermd zijn. Als het vaccin even goed blijkt te werken als uit de klinische studies blijkt, dan verwachten we dat dit een groot effect gaat hebben op het aantal overlijdens, waarvan dat we hopen dat het naar beneden gaat gaan. Ongeveer 1 op 2 van de overlijdens tijdens deze pandemie vond plaats bij een bewoner in een woonzorgcentrum. Wanneer we kijken naar de ziekenhuisopnames, dan vertegenwoordigen bewoners van woonzorgcentra maar een kleine fractie van het aantal opnames, zo'n 15%. Dat betekent dat ook al zijn alle bewoners gevaccineerd en beschermd, dat de potentiële risico's en druk op de ziekenhuizen nog steeds groot kunnen zijn. Er zijn nog miljoenen mensen met een risicoprofiel die mogelijk in het ziekenhuis kunnen terechtkomen mocht de epidemie alsnog losgaan. Dus ook al zijn de woonzorgcentra gevaccineerd, gaan we toch moeten rekening houden met die besmettingscijfers, met die ziekenhuiscijfers. Het zal pas ergens in de loop van april, mei zijn dat heel veel mensen van boven de 65 of jongere mensen met onderliggende aandoeningen zullen gevaccineerd kunnen worden. En dat we daar misschien ook een effect mogen gaan verwachten op een verminderde druk op de ziekenhuizen. Wanneer een groot deel van die risicomensen gevaccineerd zijn, dan kan je misschien wel verwachten dat die verhouding tussen de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames gaat veranderen. En dan kan je die indicatoren of die drempels eventueel op termijn gaan bijstellen. Maar dat is momenteel dus nog belangen niet aan de orde. We hebben nog een hele weg te gaan vooraleer we die risicogroepen gevaccineerd zullen hebben. Merci à nos différents intervenants. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine conférence de presse aura lieu vendredi à 11h. Jusque-là, passez une très bonne semaine. Au revoir.